radio et digital. Good Morning Business. Il faudra réduire notre consommation de gaz l'hiver prochain. Réduction de 15% estime la Commission européenne. L'objectif annoncé est loin de faire l'unanimité. L'Espagne notamment estime qu'elle a déjà fait des efforts en matière de transition écologique et qu'elle a des marges de manœuvre assez réduites. Quant à la France, elle refuse un objectif uniforme et estime qu'il faut tenir compte des spécificités de chaque État européen. On va voir pourquoi avec Nicolas Goldberg, spécialiste du secteur de l'énergie et de l'environnement chez Columbus Consulting. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre en place des objectifs différents selon la situation de chaque État membre ? La situation de chaque État membre est très différente. Vous avez des pays qui ont été touchés assez tôt par cette crise, notamment par la hausse des prix dès mi-2021, donc qui avaient déjà mis des choses en œuvre. C'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne. Vous avez des pays qui dépendent beaucoup moins du gaz que d'autres, donc réduire de 15%, c'est moins intéressant. Enfin, c'est le cas de la France, qui par ailleurs est assez bien approvisionnée en gaz et a de faibles capacités d'export vers les autres pays. Et puis vous avez en fait des pays qui sont extrêmement dépendants du gaz, et en particulier du gaz russe. C'est le cas de l'Allemagne, qui a besoin d'énormément de gaz pour faire tourner ses industries. Et en fait, ce dont on discute là aujourd'hui, c'est comment sauver l'industrie allemande. Et c'est d'ailleurs ça aussi que la ministre de l'Énergie avance. C'est que si l'industrie allemande tousse, tout le reste se met à tousser, parce que voilà, il y a beaucoup de chimie, il y a beaucoup d'engrais, donc ça peut avoir des effets sur la pharmacie, sur l'agriculture. Donc voilà, c'est pour ça qu'un objectif uniforme comme ça, non seulement c'est pas forcément pertinent, mais en plus normalement c'est pas la compétence de la Commission européenne, c'est la compétence des États membres. Ouais, la France dit qu'il faut tenir compte de situations particulières, notamment de la capacité de chaque pays à exporter du gaz. Pourquoi c'est un point important ? C'est un point important parce que le gaz c'est une molécule physique, ça se transporte pas n'importe comment, ça se transporte par gazoduc ou par bateau. Pour des exports, enfin pour les rebours au sein de l'Union européenne, c'est plutôt transporté par gazoduc. Ça va dépendre des capacités de chacun. C'est-à-dire que si vous baissez votre consommation de gaz, mais vous avez que très peu de capacité d'export vers certains pays, l'intérêt est quand même un peu limité. C'est le cas par exemple entre la France et l'Allemagne, la capacité de rebours est de 15%. C'est pas si mal, mais c'est pas ça qui va changer complètement toute la donne. Par contre, c'est ce qui peut faire jouer une certaine solidarité européenne, sachant que tous les pays sont interdépendants les uns des autres. Ouais, vous dites une certaine solidarité, on voit quand même que dans les situations de crise, elle a du mal à jouer cette solidarité. Elle a du mal à jouer effectivement parce qu'il y a une situation différenciée et parce qu'on a des pays qui, eux, ont encore du gaz russe. On a des pays qui ont été coupés, Pologne, Bulgarie, France, Grèce, Pays-Bas, Danemark, et puis il y a d'autres pays qui sont plutôt bien en gaz. C'est le cas de la Hongrie, c'est le cas de la Slovaquie, c'était le cas de l'Allemagne pendant un moment, mais maintenant que Nord Stream 2 a été fermé, Nord Stream 1 tousse un petit peu pour des raisons politiques, l'Allemagne commence à manquer de gaz. Donc là, il y a une situation qui est différenciée par pays. Poutine en joue clairement. C'est clairement un objectif de Vladimir Poutine de fracturer cette Europe sur le plan politique. Et on voit qu'il y a une nécessité de cette solidarité européenne face à la Russie. Seulement, c'est compliqué à mettre en œuvre parce que ça a des conséquences sociales et économiques très concrète, et il y a une situation différenciée par pays. Donc la solidarité a du mal à jouer, mais elle doit jouer si nous voulons faire face à Vladimir Poutine et être indépendant en gaz. On va remettre les chiffres en perspective. 15% de réduction de la consommation de gaz, ça peut paraître limité. En réalité, ça représente 45 milliards de mètres cubes de gaz. C'est un volume supérieur à la consommation annuelle de la France. C'est colossal. C'est un effet Covid. En fait, pendant le Covid, en 2020, on a eu une chute de consommation d'électricité et de gaz d'environ 15 à 20%. Là, on demande de faire ça. Donc, en gros, on nous demande un effet Covid, mais sans rebond derrière. C'est un effort colossal. En réalité, parce qu'il va falloir jouer sur tous les secteurs, c'est surtout dans le bâtiment, dans le tertiaire que ça joue, mais aussi dans l'industrie, sauf que l'industrie a déjà fait des efforts d'efficacité énergétique et de baisse de consommation, parce que pour eux c'est un sujet de compétitivité. Donc baisser de 15% maintenant, là, en 8 mois, en fait, ça va surtout jouer sur des économies d'énergie, mais une substitution des fuels, c'est-à-dire utiliser d'autres types de fuels, utiliser du charbon plutôt dans la production d'électricité, ce qui est une catastrophe pour le climat. Alors l'Union européenne a dit essayer de pousser les énergies renouvelables, c'est une bonne chose, notamment pour la France qui a des dossiers en attente, dans des files d'attente
Mais ça ne sauvera pas tout. Donc on voit bien qu'il va falloir mettre bout à bout des solutions, de l'efficacité, de la sobriété, malheureusement des combustibles sales, mais qu'il va falloir accélérer sur les renouvelables et surtout arrêter de fermer des réacteurs nucléaires. L'Allemagne doit fermer 3 réacteurs nucléaires cet hiver. La Belgique a dit on en ferme 7, puis plutôt 5 à horizon 2025. C'est vraiment pas le moment. L'Allemagne est en train de se poser la question. Oui, l'Allemagne se pose souvent la question. Donc ça revient souvent sur la table, puis au final ça se solde par une fin de non-recevoir, parce qu'il faut bien voir que pour les renouvelables comme pour le nucléaire, ce sont des industries de long terme, il faut des investisseurs, il faut un soutien d'État. Donc quand vous n'avez pas de planification et quand vous n'avez pas un État aligné sur les solutions adoptées, en fait il ne se passe rien et c'est les fossiles qui finissent par gagner derrière. Qu'est-ce que prévoient les textes européens en matière de solidarité? Dans quelle mesure est-ce que les États doivent se transférer du gaz s'il y avait une pénurie significative dans d'autres pays? Sur l'électricité comme le gaz, normalement, vous avez un marché européen avec des rebours qui fonctionnent plutôt bien et des zones de prix qui sont différentes. Mais normalement, la plaque est européenne. Par contre, en cas de crise ou en cas d'incident, vous pouvez limiter les exportations. Vous pouvez ce qu'on appelle contrôler les flux. Donc les textes européens sont un peu flous là-dessus parce que normalement, il y a une solidarité européenne qui est la base. Par contre, il y a des dérogations possibles et la Hongrie a déjà dit qu'ils y auraient recours. Là, le but, c'est d'essayer d'y avoir un minimum recours pour dire essayez plutôt de cibler des industries qui peuvent économiser pour exporter vers d'autres où il y a des industries à préserver. La Commission a dit on mettra en place une grille de lecture pour dire qu'est-ce qui peut être arrêté sans trop de conséquences sociales, sans casse des appareils technologiques, puisqu'on ne peut pas arrêter tout du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui doit être préservé et de voir ça à une échelle européenne plutôt qu'à une échelle nationale. D'habitude, la France exporte de l'électricité en Europe, ce qui nous donne quand même une monnaie d'échange. Cette année, les choses vont être différentes. On a beaucoup de réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt, soit pour de la maintenance, soit pour des problèmes techniques, c'est le plus important. Et du coup, la France va entrer dans cette saison hivernale en position de faiblesse. Effectivement, la France est gravement en position de faiblesse pour l'hiver. On a été importateur d'électricité 5 mois sur 6 cette année. Ça ne va pas s'arranger dans le reste de l'année, puisqu'historiquement, on est surtout importateur en hiver. Donc là, si on a un hiver froid, ça peut mal se passer. Et donc là, effectivement, la France a une monnaie d'échange en moins. Elle peut moins exporter pour en dire, j'exporte de l'électricité, puis vous effacez un petit peu de gaz chez vous. Au contraire, la France va dire, produisez de l'électricité à partir de gaz, parce que nous, on va en avoir besoin cet hiver. Donc c'est possible qu'il y ait une monnaie d'échange qui se joue là, que la France dise, nous, on joue le jeu de la solidarité sur des exports de gaz. Par contre, vous jouez la solidarité sur les exports d'électricité parce qu'on en aura besoin. Un dernier mot rapide. La Russie va réduire à nouveau ses exportations de gaz vers l'Union européenne, officiellement pour des raisons techniques liées au gazoduc Nord Stream 1. En réalité, il y a peu de pays européens qui croient cette excuse. En fait, peu de pays européens croient cette excuse, quand bien même elle serait vraie. Il ne faut pas être dupe sur les intentions du Kremlin. Là, le Kremlin nous dit, je continue à exporter un peu de gaz, par contre, je fais ce que je veux, parce que c'est mon gaz, et que vous êtes un client, vous n'êtes pas un allié. Et c'est comme ça, en fait, que le Kremlin a toujours vu son énergie, le gaz comme les autres énergies, comme le pétrole, comme le nucléaire. C'est une arme diplomatique. Eux, ce qui les intéresse, c'est pas le marché, c'est les alliances géopolitiques. Et là, le Kremlin nous dit, vous n'êtes pas nos alliés, donc on fait ce qu'on veut avec notre gaz, et ça leur permet aussi d'ajouter de l'incertitude qui joue à la hausse sur les prix à long terme. Merci beaucoup, Nicolas Goldberg, spécialiste du secteur de l'énergie et de l'environnement chez Columbus Consulting.